Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie assez fréquente qui est le kyste épidermoïde ou qu'on appelle aussi le kyste épidermique d'inclusion. Alors je vous ai ramené un ensemble de trois lames virtuelles qu'on va discuter, qu'on va voir ensemble, donc avec sur chacune d'elles un aspect particulier de cette même pathologie. Donc je vais commencer par cette biopsie cutanée et on voit qu'à partir de cette biopsie on a fait quelques coupes et on a un résultat de 4 fragments cutanés comme on le voit. Donc déjà je vais essayer de vous rapprocher un peu du siège du prélèvement. Donc comme on voit ici, déjà au faible grossissement, la cavité kystique, la structure kystique anormale, c'est là. Donc on va déjà à faible grossissement qui est présente au sein du teint. Donc on va essayer de voir tout d'abord ce fragment pour voir si on peut nous localiser un peu. Donc on voit un tissu épidermique à ce niveau, puis ça repose sur un derme qu'on voit en néosinophile parce qu'on a utilisé la coloration HE pour cette lame. Et puis au niveau de la partie profonde du derme, on voit des structures annexielles, donc de deux types différents. Donc on voit par exemple ici des glandes sudoripares de type écrine, mais avec abondance du type apocrine. Donc ça c'est un élément histologique qu'on avait déjà discuté sur une vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne, donc où on a discuté ces deux types de glandes sudoripares. Et donc comme je disais sur ce site, il était caractérisé par la présence d'une abondance de glandes sudoripares de type apocrine, ce qu'on voit ici. Donc là aussi, ces glandes, donc elles sont toutes de type apocrine et c'est logique de pouvoir s'orienter vers le siège par cette prédominance. Et là, c'était une biopsie au niveau de la région axillaire. Puis pour le reste, donc on a des glandes sébacées à ce niveau, ce qu'on voit ici. Alors je reviens maintenant vers l'entité qui vient nous intéresser, c'est cette formation kystique. Alors chaque kyste, il a une lumière et un revêtement qui va le tapisser. Du moins dans l'état initial, ça veut dire en absence de remaniement secondaire au niveau de ce kyste. Donc la lumière, comme on voit ici, donc bien arrondie, et puis ce qui est important, c'est ce qu'elle contient à l'intérieur. On voit que c'est des filaments de kératine. Alors ce qui est important sur cette kératine, comme on le voit, donc il n'y a pas d'éléments nucléés, donc c'est de la kératine morte, c'est une kératine qui est disposée en lamelles. Donc lamelles, ça veut dire c'est fine structure lamellaire, qu'on voit ici un peu filamenteuse. Donc ça veut dire que cette kératine a tendance à se détacher en plusieurs minuscules filaments et elle n'est pas compacte. D'accord, donc ça c'est le premier élément. Puis passons maintenant au revêtement, ce qu'on voit ici. Donc c'est un revêtement nettement de type épidermique, nettement de type malpighien. Donc je vois qu'il y a plusieurs couches. Donc une couche à ce niveau qui est de type basal, puis on a une couche épineuse. Ça rappelle en fait l'aspect d'un épiderme normal. Et puis on a une fine couche de cellules au cytoplasme foncé qui est la couche de cellules granuleuses. Et ça, c'est un élément important pour le diagnostic de cette entité parce que on doit les avoir, on doit avoir tous ces cellules-là granuleuses en fait pour poser le diagnostic de kyste épidermoïde. Et donc, je disais, voilà, donc les éléments importants, formation kystique avec la présence de cellules de couche granuleuse qui est importante, et puis la maturation qui se fait normalement. L'épaisseur, elle est variable, donc on trouve des zones là où on a une épaisseur qui est un peu importante, et des zones qui sont un peu atrophiques. Mais même sur les zones atrophiques, on pourra observer ces cellules granuleuses. Ça, c'est l'aspect d'un kyste épidermoïde ou épidermique d'inclusion dans son état simple, dans son état classique. Donc je passe maintenant à un autre prélèvement. Alors comme on voit, donc on a plusieurs fragments. Donc sur ces deux-là, on peut voir un revêtement malpighien. Donc c'est là où on voit la peau. Et puis c'est une masse qui était cliniquement représentée comme un nodule avec des manifestations inflammatoires en regard. Et donc, on voit déjà un aspect nodulaire, donc déjà au faible grossissement, je vois qu'elle est bien limitée cette formation, et je vois déjà une teinte un peu violacée à l'intérieur du nodule, ça veut dire qu'il y a une forte densité de cellules. Et puis il y a certains espaces, comme on les voit ici, donc on va agrandir un peu pour voir ce qui se passe. Donc je vois déjà des amas lymphoïdes, donc ce qu'on voit ici c'est des éléments lymphoïdes, des éléments lymphocytaires, des lymphocytes qui sont d'aspect mature, là et là ils sont plus denses, et puis tout autour on a des cellules histiocytaires. Alors ces cellules histiocytaires elles sont présentes sous forme
deux cellules mononucléées, comme par exemple celle-là aussi, celle-là avec un aspect de cytoplasme qui est plus ou moins spumeux. On voit la présence de plusieurs microvésicules avec un aspect clair à l'intérieur, donc c'est un aspect spumeux. On pourra l'appeler aussi un aspect granulaire. Et puis pour certaines d'entre elles, pardon, on a cette formation, cette fusion avec formation de cellules multinucléées avec assemblage de plusieurs noyaux au sein d'un même cytoplasme. Donc c'est ce qu'on appelle des cellules géantes multinucléées, là aussi des cellules géantes multinucléées. Donc si je me balade, je vais trouver plusieurs exemples de ces cellules. Et puis, assez fréquemment, on trouve au sein du cytoplasme de ces cellules géantes un espace clair, voilà, avec de petits minuscules débris à l'intérieur de ces vacuoles claires, dans ce qu'on voit ici. Donc, cellules géantes avec disposition aléatoire des noyaux, ça veut dire que c'est des cellules de type Muller qu'on trouve dans une réaction à corps étranger. Des vacuoles claires à l'intérieur du cytoplasme, ça va avec la possibilité d'avoir une réaction à corps étranger. Ça veut dire ce qui s'est passé en fait, c'est des cellules géantes qui ont phagocyté, d'accord, un corps étranger, et puis ce qui reste de ce corps étranger, c'est juste la capsule, c'est juste la vacuole qui contenait ce corps étranger. Donc ce qu'on voit ici, ce qu'on voit là aussi. Et puis on voit que ces fentes, ces espaces clairs, ils sont présents même en extracellulaire. Donc je suis orienté déjà à ce stade vers une réaction à corps étranger. Mais cette réaction à corps étranger, elle est faite contre quoi? Alors jusqu'à maintenant, par exemple, ce prélèvement, je ne vois aucun signe d'élément kystique. Je passe maintenant au deuxième prélèvement, et c'est là en fait où tout va changer. Alors je découvre déjà beaucoup d'espaces clairs, ce qui pourrait donc correspondre à l'ancienne cavité kystique. Et en plus de ça, l'élément le plus important, c'est ces filaments qu'on est en train d'observer à ce niveau. C'est en fait des lamelles de kératine. Ça rappelle très bien l'aspect de lamelles de kératine qu'on trouvait au centre du kyste épidermoïde qu'on a vu sur la lame précédente. Donc tout ça, c'est des lamelles de kératine. Voilà. Donc si je me balade un peu, je vais trouver aussi d'autres exemples, comme ces lamelles-là aussi, donc des lamelles de kératine qui sont entourées de part et d'autre, d'ici et ici, par des cellules d'aspect spumeux un peu granulaires, c'est des histiocytes, et bien sûr avec la présence de cellules multinucléées géantes. Et j'aimerais maintenant se déplacer, pardon, parce que l'image prend un peu de temps pour se charger. Alors voilà, si on revient maintenant vers le premier prélèvement, sur lesquels on était initialement pas vraiment orienté vers la cause de cette réaction granulomateuse à corps étranger, j'aimerais vous montrer l'intérêt d'une bonne recherche et d'un examen minutieux sur la lame. Initialement, il y avait ces filaments qui vont être quoi? Tout simplement des lamelles de kératine. Donc même en absence de signes, par exemple la cavité kystique, des lamelles de kératine qui sont franchement visibles, qui sont détachées au sein d'une lumière, on pourra chercher, on pourra simplement trouver un aspect comme ça qui va orienter notre diagnostic. Donc c'était le cas en fait d'un kyste épidermoïde qui est rompu, et donc ça va être associé par un passage des lamelles de kératine qu'on a observé initialement sur la première lame vers le derme. Et là, elles vont être au contact de cellules immunitaires, ce qui va déclencher une réaction donc à corps étranger, ce qu'on est en train d'observer d'ailleurs ici. Ça va donner des lésions inflammées, que ce soit sur le plan histologique ou sur le plan clinique. Et puis on voit ici un petit foyer de calcification dystrophique qui peut être observé en association avec ces remaniements inflammatoires. Alors, on passe maintenant à un dernier exemple. Donc, on voit un faible grossissement, un prélèvement de nature cutanée, parce que je vois ici un épiderme, puis ça repose sur un derme. Et au niveau du derme, on a cette formation kystique, qui est revêtue par un épithélium qui paraît, dès le faible grossissement, qu'il est de nature mappillien. Donc, on voit même l'aspect de crête épidermique donc au contact du derme tout autour. Et allons-nous maintenant explorer l'aspect de ce revêtement, comment il est, pour essayer d'orienter notre diagnostic. Alors, je vous dis que c'est un kyste déjà qui a un aspect un peu hétérogène. Donc, il y a des zones, par exemple, à ce niveau, où on a un épithélium de type mappillien, avec une maturation qui est conservée, ça veut dire toujours on a cette maturation depuis la couche basale vers la couche épineuse. Si je descends, je vais trouver les granules de kératoïline qu'on va trouver au niveau d'une couche granuleuse, ça veut dire qu'on a une couche granuleuse qui est présente, et juste après on a une production d'une couche cornée, donc on voit plus d'éléments nucléés, c'est de la kératine qui est sous forme lamellaire.
Et donc, pour moi, cette région elle correspond à un kyste épidermoïde ou bien un kyste épidermique d'inclusion. Alors, sauf que juste à côté, on va voir un aspect un peu différent. Alors, par exemple, ici, on a la maturation qui commence en fait par une couche basale, puis la couche épineuse. Mais là, je ne vois plus ou très peu en fait de cellules granulaires qui peuvent disparaître. D'ailleurs, ici, par exemple, on n'a plus de cellules granulaires. Et puis, ce qui se passe, c'est que en absence de cellules granuleuses, on a un passage directement, de façon abrupte, vers une couche cornée. Ça, on ne l'observe pas normalement dans une couche, ou bien dans un kyste épidermique, ou bien épidermoïde. Et là, on voit aussi l'apparition d'une nouvelle zone, c'est cette zone de cellules qui se continue avec notre couche cornée et qui montre un aspect, c'est vrai, de kératinocytes qui sont assemblés, agencés l'un à côté de l'autre, mais il y a quelque chose qui est bizarre sur ces kératinocytes, c'est qu'on a une coloration qui est tellement pâle et qu'on pourra observer mieux encore sur cette zone qui paraît toute éosinophile. Et en fait, ça, cet aspect qu'on est en train de voir ici, c'est un aspect qui est dit de kératinocyte fantomatique. Ce qu'on voit ici, parce que toutes les cellules, elles ont un aspect rose. C'est vrai qu'on distingue les noyaux où ils sont cette vacuole autour des noyaux et puis le cytoplasme, mais on n'a pas une coloration normale des éléments nucléaires, par exemple, qui doivent être normalement colorés en hématoxyline. Alors maintenant, ils sont colorés en rose, et ça, c'est ce qu'on appelle, comme je disais, un aspect fantomatique. Cet aspect-là, avec la kératinisation abrupte, on l'observe dans ce qu'on appelle un pilomatrixome. Alors c'est une entité qu'on va discuter dans une prochaine vidéo. Et même si ça représente l'aspect d'un pilomatrixome, alors il faut savoir que cette maturation depuis les cellules basales jusqu'à la kératine, elle ne s'observe pas dans cette entité. Ça veut dire qu'on a un kyste qui en fait, ça mélange les aspects de différentes structures kystiques, de différentes entités, dans cet exemple, kyste épidermoïde, plus certaines caractéristiques du pilomatrixome. Et ce cas, cette condition, elle doit orienter vers la possibilité d'un syndrome de Gardner. Ça, c'est important à connaître, comme par exemple, le fait de trouver plusieurs lésions de kyste épidermoïde chez un même malade. Donc ça doit orienter aussi vers un syndrome de Gardner. Donc c'était la dernière lame que je voulais vous montrer. Et je passerai maintenant vers une récapitulation de ce qu'on vient de voir. Donc, on a dit que c'est une lésion qui était assez fréquente et les hypothèses pour expliquer sa survenue, on a deux en gros. Donc, il y a la première qui stipule que c'est une lésion qui provient de la région infundibulaire du follicule pileux, parce que si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le follicule, je vous invite à le faire d'ailleurs. On a vu qu'au niveau de l'infundibulum du follicule, il y avait quand même une présence d'une couche granuleuse. Et l'aspect à ce niveau, ça rappelle fortement l'aspect du revêtement qu'on trouve sur un kyste épidermoïde. Et donc, cette première hypothèse, elle dit que si on a une lésion de cette unité pilosébacée, cette région infundibulaire, ça pourra donner naissance à un kyste épidermoïde. Deuxième hypothèse, tout simplement, puisqu'il y a une ressemblance entre l'épithélium qu'on trouve au niveau du kyste épidermoïde et un épiderme normal, possible d'avoir une production de ce kyste à partir de pénétration d'un fragment de l'épiderme au niveau du derme, et donc qui va essayer de continuer sa croissance au niveau du derme, et donc donner cette formation kystique. Cliniquement, on la trouve essentiellement au niveau du visage, le cou, le tronc, mais aussi ne pas oublier qu'elle peut survenir au niveau de la grande lèvre, de la vulve et aussi le scrotum. On va revenir sur cette localisation scrotale tout de suite. Elles peuvent être multiples, et quand elles sont multiples, on doit se poser la question est-ce qu'il s'agit d'un syndrome de Gardner? Et aussi chez les transplantés d'organes qui sont sous immunosuppression, notamment par la cyclosporine. Sur le plan microscopique, l'aspect classique, c'est d'avoir un kyste qui est uniloculaire, ça veut dire contenant une seule cavité, avec un épithèle mappillien fin, avec maturation normale et surtout avec la présence d'une couche granuleuse. Et puis on aura la couche de kératine qui est présente sous forme lamellaire, sans présence bien sûr de noyaux. C'est pourquoi on dit que c'est une kératine orthokératosique. Ortho, ça veut dire sans présence de noyaux. Alors, si on a une rupture, comme on a vu sur le deuxième cas, on aura une inflammation avec des granulums à kératine, ça veut dire dirigés contre les lamelles de kératine. Et à un stade ultime, si on laisse la lésion évoluer, on aura la fibrose et l'inflammation granulomateuse avec parfois, comme on a vu d'ailleurs, la présence de lamelles de kératine. Et on pourra carrément avoir la disparition du revêtement, ce qui était le cas pour celui qu'on avait observé.
La calcinose scrotale, c'est une entité qui est bien établie au niveau scrotal et il est possible que cette entité soit l'évolution ultime d'un kyste épidermoïde au niveau de cette localisation. Et comme on a dit, pour le dernier cas, on a dit que le kyste épidermoïde, quand il représente des caractéristiques de chevauchement avec celui d'un pilomatrixome, ce qu'on a vu pour notre cas, c'était surtout la présence d'aspect fantomatique des cellules, et cette kératinisation abrupte, sans présence de cellules granuleuses, ça doit orienter vers un syndrome de Gardner. Le diagnostic différentiel se pose essentiellement avec les autres variantes de kyste qu'on trouve au niveau de la peau, notamment le kyste pilaire qu'on appelle aussi le trichilémal, le kyste dermoïde ainsi que le kyste épidermoïde secondaire à l'HPV. Donc on arrive maintenant à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.